où maintenant on bascule sur plutôt le temps de et après on fait quoi et comment on s'y prend. Et peut-être on va commencer pour repartir vraiment du local et de la Bérarde, peut-être de te donner la parole, Félix, et de rebondir en lien avec ce que disait Philippe. Il y a le fameux rapport d'expertise qui va arriver, dont on ne sait pas, ou peut-être Philippe connaît, mais il ne dévoile encore pas les préconisations. Mais j'imagine que ces préconisations sont attendues par les habitants de la Bérarde et plus globalement de la vallée. Et dans quel état d'esprit, localement, on est par rapport à ça? C'est une confiance, de l'inquiétude, on va encore à se faire avoir, je ne sais pas. Voilà. Quel est un peu l'état d'esprit du coup dans la vallée? Déjà, je ne sais pas tout l'état d'esprit de tout le monde. De ce bien que tu as pu sûr, observer, je ne suis évidemment. pas leur représentant, je suis plutôt lié à une autre partie de la vallée qu'à la Bérarde elle-même. Mais j'entends des choses et différents sons de cloche. Et j'ai été surpris, après l'émotion initiale, quand même, de voir des gens plus nuancés que ce que je pensais, qui ont été extrêmement informés, qui ont lu les textes de Philippe Bourdeau qui a été publié, qui ont lu le texte publié par Jean-René Minelli, donc un guide, qui ont lu le texte de Joanne Berthet, qui était une analyse géomorphologique à chaud, qui ont lu différents textes, différentes initiatives, ou se sont déplacés même parfois à Grenoble à des conférences de géomorphologie ou d'histoire des rives, des choses comme ça. Mais globalement, dans la vallée, j'ai vu deux dynamiques. D'un côté, les habitants des territoires autres que la Bérarde qui se sont beaucoup intéressés à la question de la route et de la communication. C'est de façon assez logique une obsession chez beaucoup d'habitants en fait, de maintenir cette route qui est véritablement l'artère de la vallée. Et les habitants de la Bérarde qui, eux, se sont focalisés sur la reconstruction et la protection de ce qui n'avait pas été détruit en attente de l'hiver. Puisque tous les bâtiments n'ont pas été détruits, loin de là, en fait, les bâtiments qui ont été complètement détruits sont très peu nombreux. Il y a une majorité de bâtiments qui ont été endommagés fortement ou très fortement, et ensuite, environ un tiers des bâtiments qui ont été peu ou pas endommagés. Et donc, c'est sur ces bâtiments-là que se concentre l'énergie de la plupart des habitants historiques, d'autant plus que, comme l'a dit Philippe, en fait, le cœur de village, donc là où vivent les gens qui ont leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents qui vivaient là, donc qui sont les gens les plus motivés à rester, et ben ce sont ceux qui souvent ont été les moins touchés. Donc je pense que là, il y a quand même une dynamique sociale spécifique aux gens qui s'estiment être des Bérardins d'origine et qui sont très motivés à rester. Il y a déjà un imaginaire de l'après qui se met en place, à inventer des choses, à essayer de se dire comment est-ce qu'on va faire, à la fois pour vivre, et puis pour gagner sa vie avec le tourisme, qui est le mode de fonctionnement de la plupart des gens qui sont habitants, résidents. Malgré tout, je pense que la blessure est très forte. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui vient de tomber en VTT, mets-toi au ping-pong. Les gens ne sont pas prêts à ça. Ils ont besoin de temps. Et en même temps, ils avaient besoin là de parer à l'urgence, qui était de protéger les maisons avec des travaux qui ont été faits soit par eux-mêmes, soit avec l'aide de la commune, en attendant que les études scientifiques et techniques et les premiers travaux d'ampleur financés à l'échelle départementale ou étatique se mettent en marche. Okay. Et je pourrais peut-être compléter sur le fait qu'il était fait état par l'intervention précédente de réfléchir un peu sur le long terme et sur la mise en tourisme de cet espace. C'est pas simplement la Bérarde, c'est aussi toute l'activité dans les vallées, avec les refuges qui progressivement deviennent inutilisables. Le refuge de la Pilate qui a été fermé il y a quelques années parce que le glacier de la Pilate s'étant abaissé suffisamment, le socle rocheux sur lequel était construit le refuge de la Pilate bouge, et donc la fracturation du refuge a amené le CAF à le fermer, et pour le moment il n'y a pas de refuge de remplacement qui a été construit. Le refuge du Châtellerault qui a été affecté par les laves torrentielles de manière récurrente et qui n'est plus utilisé actuellement. Le refuge du Promontoire qui est menacé par des chutes de blocs de temps en temps. Bref, on a beaucoup de secteurs qui font l'activité aussi de la Bérarde qui se trouve menacée par les effets justement du changement climatique, les éboulements, dans la face sud de la Mèche par exemple. Donc la réflexion, elle doit effectivement porter sur on va vers quoi en termes d'activité touristique. Et justement, du coup, sur cette réflexion, le PARM a organisé il y a 3 semaines un colloque autour de cette question entre tourisme, avenir du tourisme et amplification du coup des aspects naturels en montagne. Et du coup, peut-être Florence, tu peux nous
en dresser les quelques éléments de réflexion saillants de ces 2 journées qui ont eu lieu? Alors, 2 mots, effectivement, c'est complètement en lien avec ce que tu viens de dire. On a organisé, alors pas tout seul, et c'est très important ce que je vais dire, parce qu'en fait, on l'a posé tout à l'heure, notre collègue de Montaigne Wilderness a parlé de faire ensemble. On l'a co-organisé avec la FPCNT, qui est l'association française pour la prévention de la catastrophe des risques naturels et technologiques, aussi une vieille maison qui évolue aussi, avec lequel on travaille. Donc ça a été une co-organisation aussi avec la NCT, la préfecture de l'Isère, le cluster montagne, et j'oublie quelqu'un, et Grenoble-Alpes Métropole, pardon, parce que ça s'est situé sur le stade des Alpes. Ce séminaire, il s'appelait Risque et tourisme entre adaptation, résilience et attractivité. Et on s'est dit, ça doit certainement être un bon sujet. Ce sujet, on l'a posé il y a 1 an, parce que le temps de préparer un séminaire comme ça, il faut un peu se bouger, anticiper. Et puis, les événements qu'on vient de décrire se sont succédés. On a eu énormément de monde, extrêmement diversifié. Et je vais beaucoup parler, on a parlé de sensible hier, et c'est important parce que... alors c'est pas parce que parce que j'ai plutôt une sensibilité un peu plus sciences humaines que sciences dures, je vais le faire exprès en regardant mes collègues plutôt sciences dures, mais parce qu'effectivement on sent qu'on est aussi à ce point de bascule où on a besoin effectivement de toutes ces sensibilités pour travailler sur l'évolution des territoires et de la question du risque, du tourisme face au risque. En fait, ce qu'il faut retenir déjà en chapeau, et ce qui a été très surprenant, pour vous le dire, et il n'y a personne qui nous écoute, on n'est pas filmé, il y avait des craintes politiques, des craintes à certains niveaux, qu'on tienne ce séminaire. Parce que les événements qu'on vient de décrire, ils sont encore là. Tu parlais d'émotions. Ils sont encore là et ils sont à plein de niveaux dans l'émotion collective. Et puis, il y avait des craintes, oui, d'acteurs effectivement très en vue, de se dire, mon Dieu, que va-t-on faire si on est interpellé ? Et ça, c'est important, parce qu'on est vraiment sur la question d'interpellation citoyenne, sur des grands acteurs aujourd'hui, sur des questions où on se dit, mais comment on va faire, qui est responsable, voilà. Et donc la question du tourisme est bien sûr une question centrale, parce qu'on vient de le dire, c'est un moteur économique majeur sur notre espace, sur notre massif. Et ce qu'on retiendrait, s'il y avait une chose à retenir de ce séminaire, il y a des personnes qui étaient présentes ici dans le séminaire qui pourraient compléter, peut-être qu'elles n'ont pas la même vision, mais c'est qu'on est tous sortis à la conférence de presse. À la fin, on a fait une petite conférence de presse, à la fin, le comité de pilotage, l'ensemble du comité de pilotage, c'est important, donc ce n'est pas le PARN tout seul, c'est le PARN avec d'autres acteurs qui a organisé ce séminaire, et ensemble, on a communiqué sans se concerter à la fin du séminaire en se disant, et dont aussi le sous-préfet qui a tenu des propos vraiment très engagés aussi, en disant, mais alors, on arrive à se parler sur cette question-là, on est d'accord sur le constat, on est d'accord que c'est plus un sujet tabou, c'est-à-dire qu'effectivement, oui, il y a un problème de risque dans la question du tourisme sur le massif, c'est pas nécessairement une question évidente, pour beaucoup d'élus, c'est pas une question du tout, même pour certains, et là, on s'est dit, il s'est passé quelque chose à ce séminaire risque et tourisme, parce qu'on a réussi à se parler, avec des sensibilités différentes. Montaigne Wilderness, vous étiez là aussi, et Freddy Maignan a porté un discours aussi extrêmement rassembleur aussi, les sociopros étaient là, le SNGM c'est facile parce qu'au sein de l'équipe du PARN on a aussi le président du SNGM, mais c'est pas que... ce que je veux dire c'est que chacun a joué une partition qui était extrêmement surprenante après tous les événements qu'on vient de décrire, de se dire ok, on a une problématique risque-tourisme, ok, on le prend en considération, ça fait partie du deal, et on va le traiter ensemble. On va le traiter ensemble. Et ce comité de pilotage qui a préparé ce séminaire, pour nous, notre enjeu, je parle du PARN, mais je parle au nom de ce comité de pilotage qui a préparé le séminaire, c'est de se dire, il faut qu'on parte d'un collectif comme celui-ci, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, pour porter cette question risque et tourisme au plus haut niveau, avec l'État, avec les collectivités, en appuyant les chargés de mission Agir dont on parlait tout à l'heure, pour aborder cette question-là. Donc ça, c'est important, c'est vraiment, s'il y avait un message que je voulais vous délivrer, c'était celui-ci. Et c'est pas parce que j'ai envie de vous dire, vous savez, le PARN fait des séminaires, ils sont tous super bien, c'est vraiment très très bien ce qu'on fait. Non, c'est pas la question. C'est qu'effectivement, je vous le dis de ma longue expertise des jeux d'acteurs locaux, je crois que c'est une des premières fois où des acteurs différents disent, ok, il faut qu'on aille sur cette question du tourisme et des risques. Alors, une fois qu'on a dit ça,
Ça veut dire que ce qui s'est dit, c'est que il y a eu une enquête qui a introduit ce séminaire. On a fait une enquête avec la FPCNT sur un très bel échantillonnage qui s'est déroulé cet été sur le massif, auprès à la fois des touristes et des acteurs du tourisme, les hébergeurs, voilà, les offices de tourisme. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, à ce stade, effectivement, il y avait encore énormément de travail, et ça reprend l'ensemble des travaux qu'on a fait hier dans le cadre de ce qui nous rassemble depuis 2 jours. Il y a encore un travail sur l'acculturation, sur la compréhension, sur... c'est pas un gros mot de parler de risque quand on parle de tourisme. Et ça reprend cette question de la gestion intégrée des risques aussi, c'est qu'en fait, le touriste, il fait partie de l'écosystème des parties apprenantes, des parties prenantes sur le territoire. Il en fait partie, même si on a dit aussi hier, et parce que hier je me suis permis de lancer la question 1, c'était normal, je ne sais pas parler d'autre chose que les risques, mais en fait on s'est dit que bien sûr, la priorité c'est bien sûr le résident, l'habitant, comment il est en relation avec ce touriste, le touriste étant lui une partie après de l'écosystème qui fonctionne, mais qu'en fait toutes les parties prenantes doivent effectivement jouer une partition. Donc ça veut dire qu'il faut de la vraie sensibilisation, que ce n'est pas que du flyer, que c'est de la formation, que c'est effectivement même l'hébergeur, l'office de tourisme, le guide, chacun joue une partition par rapport à ça, et puis que les élus aussi sont en capacité et accompagnés avec de l'ingénierie locale, la question que tu posais, pour vraiment accompagner cette question du tourisme. Voilà, je ne vais pas être plus loin, mais en tout cas, ce que je suis en train de dire, c'est que l'intérêt, c'est pas de faire des séminaires pour faire des séminaires, enfin, voilà, c'est bien, on fait du buzz, mais, enfin, je parle pour nous, hein, mais il s'est passé quelque chose d'un collectif, et je le repartage avec les gens qui sont là aujourd'hui. Il faut partir de là, tous ensemble, pour vraiment décliner cette question risque et tourisme sur des actions concrètes. Et là, je revois à nouveau... Je suis désolée, Stéphane, tu es dans l'axe de vision, mais les espaces valléens ont une action de diversification touristique dans les vallées. Pour nous, c'est évident que c'est complètement en lien avec la gestion intégrée des risques, et c'est aussi dans ce cadre-là que ça peut se faire. Ce n'est pas les espaces valléens tout seuls, mais voilà. Et du coup, justement, en rebond, peut-être toi, Thierry, comment tu vois, tu lis ces tensions entre risque et tourisme? Et si, quand on parle tourisme, pour que ce soit assez clair, c'est des enjeux économiques qui sont derrière, donc c'est plus globalement la question des arbitrages. Et c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure, entre ces enjeux économiques et ce que ça implique derrière en termes de modèle de société, et cette question des risques naturels qui viennent mettre en crise, en difficulté, tout ça, et pose, je trouve, alors je le dis dans ces termes-là, mais la question politique autour de ça est au cœur, au-delà même de simplement on discute ensemble. Tu vois, comment tu lis ça depuis le Valais? Je crois que l'analyse qui vient d'être faite, elle est applicable au Valais. Le Valais vit beaucoup de tourisme. Probablement qu'on pense qu'on vit beaucoup plus de tourisme que la réalité, puisqu'on est quand même un canton où il y a pas mal d'industries aussi. Mais le tourisme devient quand même un élément qui est central, qui est assez sensible. C'est toutes les vallées un peu supérieures, les grandes stations, Verbier, Montana, etc. Zermatt, qui est un cas particulier, mais c'est très sensible. Effectivement, la question du tourisme et de l'adaptation du tourisme, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que face au constat qu'on est dans une période de changement, on ne peut pas le nier. Je veux dire, le changement climatique, c'est une réalité. Effectivement, je pense qu'il y a plus grand monde qui remettent en question le processus du changement climatique. On remet en question la réponse. Et c'est bien la difficulté, c'est la réponse à apporter. Et ce que je ressens, en tout cas en Valais actuellement, c'est qu'on a pris conscience qu'il y a des risques. Alors ces risques, c'est des risques naturels, mais c'est des risques économiques liés à l'enneigement qui changent un tout petit peu. Je sais pas, il y a eu un phénomène tout à fait ponctuel, mais je trouve qui est très révélateur. L'été dernier, il y a eu un phénomène, vous avez un glacier, dans le Valais central, un glacier qui est sur une petite crête. Et le glacier, pour la première fois depuis l'ère moderne, s'est séparé. Et c'est un phénomène c'est un symbole, en fait, ce glacier. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On déplace la remontée mécanique, là où il y a un peu plus de glace. Ou alors on met une bâche dans un coin, dans un autre. Ou alors on envoie des pelles mécaniques pour creuser une piste, pour essayer d'avoir une course Coupe du Monde au Cervin. Et puis maintenant il fait beau, on se dit tiens, on pourrait quand même la refaire cette course. Donc pour l'instant, on est dans le constat qu'il y a quelque chose à faire, il y a une adaptation à offrir, mais la réponse, c'est
on continue de la même manière, on ne remet pas en cause, on tire jusqu'au bout, puis on verra quand ça ne marchera plus, ça ne marchera plus. Et donc on continue plutôt à investir sur des installations d'enneigement technique, où on va essayer de déplacer une piste parce qu'il y a un risque d'éboulement ou d'avalanche, un truc comme ça. Il n'y a pas de réelle remise en question. Malgré, alors en Valais, il y a un rapport qui date de 20 ans à peu près du gouvernement cantonal qui disait que, je ne sais plus, 25% des sociétés de remontée mécanique allaient disparaître. Pourquoi ? Certaines pour des raisons économiques, d'autres pour des raisons environnementales. On en a fait quelque chose. Là encore, rien du tout. Ça, on continue à pousser pour deux raisons. D'abord parce que les autorités cantonales ne veulent pas agir et laissent les communes et les sociétés se débrouiller. Puis d'autre part, c'est qu'il y a une énorme rivalité locale entre les stations. On est en compétition. Si le voisin fait un truc, il faut faire un truc. Puis on est plutôt dans une logique de compétition et on tire la bourre jusqu'au bout, plutôt que dans une logique de cohésion. Il y a quelques signes plutôt positifs, puisque maintenant il y a une transition quand même vers d'autres tourismes, notamment le tourisme estival, mais on est toujours dans une logique d'infrastructure. Si on ne fait pas du ski, on fait du VTT, et puis forcément de la descente VTT avec des aménagements. Et puis certains se sont dit, non mais bon, doucement quand même, on ne va pas faire partout du VTT, mais on va le faire à l'échelle d'une vallée. Par exemple, c'est le cas du Val d'Anivier, côté des Volaines. On fait à l'échelle de la vallée, on ne fait pas chacun sa piste VTT. Donc il y a des réflexions qui se mènent, mais il manque cette échelle, il manque cette vision globale du développement du tourisme à l'échelle d'une région avec des systèmes de péréquation financière probablement, des systèmes d'échange de clientèle. Certains endroits vont pouvoir faire du ski, d'autres pas. On échange la clientèle, on ne va pas faire tout partout. Et puis cette réflexion, elle manque probablement par manque d'outils juridiques aussi, des outils de planification. Et ces outils sont essentiels et les collectivités publiques ont un rôle essentiel à jouer. Alors moi je suis d'accord sur cette volonté de résoudre ensemble les problèmes, mais l'étape suivante elle est super dure. L'étape suivante qui est de rentrer dans le concret, c'est-à-dire de dire à une commune, je vais renoncer à ça. Peut-être que j'aurai autre chose, mais je vais devoir y renoncer. Des toutes petites stations de ski qui, à l'heure actuelle, n'arrivent pas à renoncer. Elles vont attendre qu'il n'y ait vraiment plus de neige pour, à un moment donné, se dire, ouais, on termine avec ça, plutôt que se dire, j'ai encore 10 ans maintenant devant moi pour assurer l'adaptation, l'évolution. Je vais utiliser ces 10 ans, non pas pour m'équiper en canot en neige, mais pour réfléchir à ma transition. Je vais utiliser ce que je peux et encore les revenus de cette activité pendant 10 ans. Puis ces revenus, je vais les utiliser à une transition. Ça ne peut pas se faire tout seul. Il faut forcément avoir une vision d'ensemble, une vision régionale, une vision à ce que moi j'appelle l'échelle fonctionnelle du territoire. Et on est encore entre le constat et puis le regret de ne pas pouvoir continuer. On continue encore un petit bout, on va jusqu'au bout, puis voilà, quand on se cassera la figure, il y en a d'autres qui nous obligeront à faire autrement. Donc c'est un peu la lecture que j'ai, qui est un peu pessimiste à certains égards, mais qui laisse quand même certaines perspectives assez intéressantes. Il y a quand même des réflexions. Moi, j'ai pu participer, par exemple, à la planification d'un domaine skiable qui est les Portes du Soleil côté suisse, où il y a réellement une vision d'ensemble sur tout le domaine skiable, intégrant des questions environnementales, des questions qui vont au-delà du ski. Et je reviens là-dessus, j'insiste sur ce projet social. C'est que ces projets sont des projets qui ne sont pas des projets techniques, qui ne sont pas des projets économiques, qui sont des projets de société. Donc on doit englober tout le monde, on doit prendre le temps de la réflexion, on doit associer toutes les parties prenantes, mais pas simplement dans la première étape, qui est l'étape parce qu'on est d'accord plus ou moins du bilan ou de la perspective, mais également dans la mise en œuvre. Et ça, c'est extrêmement important. Les collectivités publiques, à mon avis, elles ont un rôle extrême à jouer là-dedans, parce que c'est elles qui sont moteurs. En tout cas, moi je connais bien le fonctionnement des collectivités en Suisse, et c'est vraiment les communes et les cantons qui ont la mainmise. Mais j'imagine qu'ici, les communes ont aussi quelque chose à faire, même si on sait que vous êtes un peu plus centralisé que ce qu'on a chez nous. Avant de vous donner la parole, parce que j'imagine que plusieurs auraient envie de rebondir sur cette ouverture, peut-être Félix, sur cette mise en tourisme et peut-être les paradoxes qu'ont l'amplification des risques naturels. Alors, pas forcément en restant que sur la Vallée-d'Union, mais ce qu'on voit, si je prends la Vallée-d'Union, si on prend ce qui se passe dans la Vésubie, dans la Roya, je pourrais citer aussi la vallée de la Clarée, de cette manière aussi la vallée de la Haute-Ubaye, on est plutôt sur des vallées où on n'a pas la mise en tourisme justement que tu pointes, avec ces grosses stations de ski dont la vulnérabilité est très forte de par les choix d'aménagement et l'emprise des stations de ski alpin.
et d'une certaine manière, là si on regarde ce qui s'est passé dans la vallée de la Bérarde, c'est celles qui prennent du coup de point fin et qui avaient déjà, et quand je pense notamment aux travaux de collègues, de collègues géographes qui pensent et réfléchissent aux formes de tourisme alternatives ou de mise en tourisme, qui correspondaient d'ailleurs plutôt à ces modèles-là, et qui aujourd'hui se retrouvent percolés en plein dedans. Et toi, quelle lecture tu fais de ça? C'est presque, je ne sais pas si on pourrait parler d'injustice. Si, j'allais le dire, il n'y a pas de justice. C'est ce qu'on dit. La commune de Saint-Christophe, il y a 30 ans, a fait le choix de renoncer à sa remontée mécanique depuis Saint-Christophe vers les Deux Alpes, alors que le territoire de la commune, qui englobe la Bérarde et ses glaciers, mais aussi la partie plus basse de la vallée, comprend aussi un grand triangle qui compose en fait la majeure partie du domaine skiable supérieur de la station des Deux Alpes. Alors ça fait une rente, donc l'argent, une petite commune de montagne, on ne crache jamais dessus, mais ce n'est pas suffisant pour faire un dynamisme, pour faire une vallée à vivre, ce qui est l'objectif évidemment de tout le monde. Personne ne discute de ça. Donc oui, il y a un paradoxe, il y a des décisions qui ont été prises par le passé et il y a eu des moments un peu charnières dans la vie de la vallée, peut-être un âge d'or au moment où l'alpinisme était à la mode, où c'était aussi un alpinisme populaire avec des centres UCPA, avec des clubs alpins qui avaient des nombres de membres un peu records. On n'en est plus là et donc on est à un carrefour. Et ça m'a beaucoup intéressé ce que disaient Florence et Thierry successivement. Et pour revenir au niveau plutôt habitant que décision publique que je ne connais pas, j'ai quand même l'impression que sur la projection vers le futur, même si on ne va pas faire des séminaires pour faire des séminaires comme tu disais, dans ces territoires-là, faire des réunions, faire du partage de la parole, faire remonter des discours, des émotions, même si ce n'est pas pour produire de la décision immédiatement, et ben en fait c'est fondamental pour ensuite faire de l'acceptation et mieux encore de la co-construction de la décision. Je vois que des gens qui peuvent paraître très radicaux dans leur discours sur ces questions où il y a des divergences, voire des conflits, qui peuvent être très véhéments dans des discussions au bar, sur Facebook, voilà. Une fois qu'on crée un événement où chacun a le temps d'exprimer une vision, où chacun a le temps, se sent respecté, se sent écouté et peut influencer l'action, ensuite, les compromis, même imparfaits, sont beaucoup mieux construits, acceptés, incluent des efforts de différentes parties. Et voilà, c'est rien de nouveau, mais ça fonctionne beaucoup mieux. Donc dans cette vallée-là, moi c'est un peu l'espoir que j'ai pour les temps à venir, une fois que les choses auront un peu reposé, avec les différentes parties prenantes. Si tout le monde joue le jeu, y compris l'État, qui pour le moment peut être perçu parfois comme un monstre froid, ou parfois c'est vrai qu'il y a l'influence de peur locale d'avoir l'État et la science qui viennent et qui disent ça va être comme ça ou c'est ça le mieux. Si c'est vraiment co-construit avec les bons mécanismes, les bons outils et un temps dévolu à ça, je pense que ça peut très bien fonctionner. Juste un point, je voudrais juste repréciser, Félix, mais je sais qu'on se comprend. Quand j'ai parlé de ne pas faire des séminaires one-shot, c'est qu'on fasse très attention de ne pas rester en entre-soi, voilà. Et de ne pas rester, tout à l'heure ça a été dit, sur une posture d'expert, ce serait la pire des choses. Donc je te rejoins à 150%, c'est bien la question des parties prenantes. Voilà, c'est tout. Peut-être sur l'échange qu'on vient d'avoir, Gaëtan, tu n'as pas pris la parole jusqu'à maintenant. Est-ce que sur ces questions d'enjeux, de mise en tourisme, d'enjeux touristiques, mise en vulnérabilité par l'accentuation des effets du changement climatique, toi tu as peut-être un point ou deux à faire ressortir en tout cas à prendre en considération dans les réflexions et dans les choix politiques urgents à venir à prendre? Oui, alors on a beaucoup parlé des catastrophes naturelles de type inondation, mais Météo France, on étudie aussi l'évolution de l'enneigement, et ça c'est une problématique qui est assez forte dans le modèle économique des vallées. Et nous, notre rôle là-dedans, c'est produire des données futures d'enneigement pour ensuite que les acteurs économiques ou administratifs, institutionnels s'emparent du sujet pour aménager au mieux les territoires. Et en ce moment, on parle beaucoup de rapports, on parle du rapport ClimSnow qui est un rapport qui vise à, comment dire, décrire en fait le futur au niveau de chaque station de ski, comment sera l'enneigement dans un climat plus chaud.
Et ça sert surtout aux aménageurs de domaines skiables pour savoir quels aménagements sont intéressants d'un point de vue économique, rentabilité, etc. Voilà, et donc moi, enfin, là-dessus, c'est quelque chose qui est très lourd d'un point de vue futur de ces territoires-là, mais d'un autre côté, on n'a pas vraiment de réponse tout à fait exacte sur ces sujets-là. Et c'est quelque chose, on attend d'avoir une réponse oui ou non, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment on est obligé de donner des probabilités, voilà. Et donc pour un décisionnaire qui attend du oui ou du non, c'est toujours pas évident on me dit, 80% des cas, il n'y aura pas de neige, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc la situation dans laquelle on est, voilà, le but c'est pas de pouvoir discuter avec tout le monde et de bien se comprendre et de connaître aussi les limites de chacun, que ce soit pour plutôt que le climat futur, comment il sera, parce qu'on a une bonne idée au moins dans les 30 prochaines années de la trajectoire de la température mondiale, même s'il y a des variations d'une année à l'autre, c'est quelles sont les conséquences locales d'un point de vue des territoires sur que ce soit sur le différents compartiments d'activité, le tourisme, etc. Ok, très bien.